Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars. Je suis trop contente de vous retrouver mais je vais pas vous mentir. Je suis fatiguée et j'ai travaillé comme une esclave aujourd'hui et j'ai pas terminé. Et je vais vous partager une réflexion que je me suis faite ce matin / cet après-midi parce que je pense que je suis un peu une malade mentale des fois dans ma tête. Aujourd'hui c'est un épisode qui m'a été énormément demandé, genre depuis des mois, et on me pose tout le temps des questions là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi Amina, ça c'est un épisode de podcast qui va répondre à pas mal de questions que je reçois tout le temps et qui est entre guillemets facile à enregistrer pour moi parce que je suis dans une période de rush intense et que si je peux me permettre d'enregistrer un épisode sans devoir passer 2 heures à le préparer avant, comme c'est le cas pour la plupart des épisodes que je vous enregistre, je pense qu'on se rend pas compte en fait que un podcast ça demande énormément de travail. En fait tout ce que je fais ça demande énormément de travail. Il y a un réel qui vous prend 7 secondes à regarder, pour moi des fois c'est 2 heures de taf. Voilà. Ça c'est juste la réalité, je me plains pas du tout, hein. C'est la réalité du métier de créateur de contenu, même si je suis pas créatrice de contenu, je suis entrepreneur, astrologue, etc. Enfin je suis pas que créatrice de contenu. Aujourd'hui on va parler de mon parcours professionnel et je vais tout vous raconter depuis le début parce que je reçois tout le temps des questions sur comment tu fais pour faire ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené là. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps et qui savent à peu près, mais aujourd'hui je vais vous raconter des choses que j'ai jamais dit sur internet. Enfin, ou alors peut-être que je les ai dites genre une fois quelque part au fin fond d'une vidéo, et je pense que je vais vous raconter des choses que 95% d'entre vous ne savent pas. Voilà. Et je vais entrer dans les détails, et on va entrer dans des détails croustillants, et je vais vous donner du thé, et vous allez voir qu'il y a des histoires incroyables, et que je suis trop contente de pouvoir vous raconter ça, parce que la vie est magique, et que quand tu fais confiance à l'univers, tout s'aligne parfaitement sur ton chemin, et je sais que vous êtes aussi assez nombreux à m'écouter pour la partie entrepreneuriale, et il y en a beaucoup qui me disent en fait moi je suis pas entrepreneur, j'ai pas l'intention de lancer un business, mais j'adore t'entendre parler business, et ça me fait trop plaisir. On va pas que parler business parce que je suis pas née entrepreneur, vraiment loin de là. J'ai été salariée pendant... Alors, combien de temps j'ai tenu ? Je vais vous raconter combien de temps j'ai tenu dans le salariat. Comment j'ai découvert l'opportunité de travailler en ligne et qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais tout vous raconter. Mon premier business que j'ai fait, mon tout premier business. Le tout premier business que j'ai lancé, que j'ai tenu pendant 2 mois. Et ça, je pense que il y a très peu, je pense qu'il y a même pas 1% de vous qui sont au courant de ce business-là. J'en ai pas vraiment parlé, mais je vais vous raconter ça aujourd'hui. C'était ma toute première expérience entrepreneuriale et c'était un gros fail. Et je pense que je vous fais cet épisode aussi pour vous déculpabiliser parce que, en fait, de l'extérieur, je pense que peut-être pas parce que je vous dis souvent la vérité et je suis hyper authentique dans tout ce que je fais, mais peut-être que vous vous dites... que j'ai l'impression, que je sais ce que je fais, que j'ai tout planifié parfaitement ficelé, alors qu'en fait je suis un mess total et que la majorité des entrepreneurs que tu vois, c'est la même chose en fait. Et on a pour la plupart aucune idée de ce qu'on fait, du moins quand on est, et c'est une des réflexions que je me suis faite, quand on est dans une phase de scaling, à savoir de faire grossir une entreprise, ça implique de devoir sortir de sa zone de confort. Ok ? Là, ce que je suis en train de faire avec la marque de vêtements, d'ailleurs, je porte mon t-shirt taureau toujours, puisque j'ai enregistré le même épisode de podcast juste avant, donc l'épisode de la semaine passée. Et là, j'enchaîne. Aujourd'hui, on travaille comme une esclave. C'est comme ça. Bref, en fait, je suis dans une phase de scaling, à savoir que je dois tout faire, je dois tout commencer, je sais pas du tout ce que je fais. Et ça implique de beaucoup sortir de ma zone de confort. Et ça demande, en fait, quand tu dois tout apprendre, tout découvrir, que tu fais tout pour la première fois, t'as beau avoir beaucoup de travail, il y a tout qui te paraît encore plus difficile quand tu sais pas vraiment ce que tu fais. C'est vrai qu'avec J'aime trop ton signe, ça me demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais en fait, vu que ça roule et que dans J'aime trop ton signe, je suis pas dans une phase de scaling, à savoir que pour le moment, j'essaie juste de maintenir ce qui se passe. Voilà, je suis pas dans une phase de j'ai envie de faire grossir l'entreprise avec J'aime trop ton signe. C'est pas mon objectif puisque je peux pas tout faire. Je peux pas faire grossir J'aime trop ton signe et en même temps commencer une nouvelle entreprise. Faut être réaliste au bout d'un moment. Voilà. Et donc, vu que j'essaie de faire en sorte que tout soit maintenu comme il est pour le moment avec J'aime trop ton signe, la quantité de travail que j'ai, elle me va
Et en fait, J'aime trop ton signe, c'est ma zone de confort parce que tout ce que je fais, je sais déjà le faire et je sais déjà bien le faire. Enfin, je pense, j'ai l'impression, d'après vos retours, ça a l'air de bien se passer. D'accord, d'après les feedbacks clients, d'après les retours que j'ai sur le contenu gratuit ou payant, j'ai l'impression que ça se passe bien. Voilà, bah, vous me direz, hein, mais j'ai l'impression que le contenu plaît, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur le podcast, les formations plaisent, tout se passe bien dans les formations, les clients sont contents, satisfaits, tout va bien, tout roule. Voilà, l'équipe merveilleuse, mais j'ai une équipe incroyable, genre tout se passe bien. Donc, je suis très contente. Ça me demande beaucoup de travail. Comme je vous l'ai dit, des fois, vous regardez un réel qui dure 7 secondes, ça demande 2 heures de travail. Ça, on se rend pas compte, hein. Les épisodes de podcast, c'est énormément de travail, c'est énormément d'énergie. Les vidéos sur YouTube, les gars, je pense qu'on se rend pas compte. YouTube, c'est vraiment ce qui me demande le plus de travail. Et je sais, parce qu'en fait, franchement, pour le travail que j'y mets, j'ai pas énormément de vues. Donc, si vous me regardez sur YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez des commentaires. L'engagement, ça compte énormément. Parce qu'en fait, si on compte tout le travail que c'est pour moi de créer ces vidéos, parce que c'est pas juste filmer, hein. Là, par exemple, je viens de passer 1h30 à trier les plans et à faire la fiche pour Maxime qui monte le podcast et les vidéos. D'ailleurs, cœur sur toi, Maxime. Mais tout ça, ça compte pas le montage, hein. Et après, il y a tout le travail que Maxime fait en termes de montage, et c'est des heures et des heures et des heures. Vraiment, ça prend énormément de temps. Et après, il y a la miniature, il y a la mise en ligne, répondre aux commentaires. Et en amont, moi, je dois réfléchir à la vidéo, réfléchir au titre, réfléchir au concept, filmer. Alors après, filmer, c'est ma partie préférée, j'avoue. Mais en fait, tout ça, c'est des heures de travail. Je pense que chaque vidéo, c'est peut-être en tout, hein, avec le montage et tout, c'est plus de 10 heures de travail. Et des fois, les vidéos, elles font 500 vues. Je sais pas pourquoi je suis passée par cette digression, mais c'est ça pour vous dire que si vous lancez une chaîne YouTube ou si vous lancez un podcast ou quoi que ce soit, en fait, hein, en termes de création de contenu, à part TikTok, parce que TikTok, c'est un peu une bête à part, hein, on va pas se mentir. T'as beau avoir 100 abonnés, tu peux avoir une vidéo qui fait 1 million de vues, on sait pas trop pourquoi. C'est beaucoup plus rare avec YouTube et avec Instagram. Mais tout ça pour dire, en fait, qu'il faut vraiment avoir une mentalité Capricorne et qu'il faut investir du temps. Là, ça fait plus d'1 an et demi que je fais vraiment des vidéos et du contenu régulier sur YouTube. Et en fait, je sais qu'à un moment donné, ça va commencer à prendre. Et qu'il y a un moment donné où je vais vraiment voir les résultats. Mais pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de temps et d'argent aussi, hein, parce que il faut payer, hein, toutes les personnes qui travaillent avec moi sur YouTube. Et qu'en fait, j'investis maintenant, mais j'espère vraiment pouvoir récolter le fruit plus tard et pouvoir faire grossir la chaîne et pour pouvoir vraiment attirer des nouveaux clients, des nouveaux prospects, etc. Donc, et faire du contenu qui vous plaît aussi. Mais voilà, tout ça, ça fonctionne ensemble, c'est une synergie. Et il faut vraiment avoir cette mentalité-là quand tu es entrepreneur, parce que si tu espères avoir des résultats tout de suite, tu vois, c'est comme avec la marque. Je m'attends pas du tout à faire un gros lancement. Là, on lance mardi au moment où je t'enregistre cet épisode. D'ailleurs, au moment où tu le regardes, on est live. Et je sais toujours pas. Et en fait, là, on est quoi, jeudi? On est mercredi. Oh mon Dieu, les jours dans ma tête, les gars. On est mercredi. Je lance officiellement mardi, on sera live. Je sais toujours pas sûr à 100% si vous allez pouvoir commander en France. Donc, si jamais je te mettrai dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast, tu veux te procurer ton t-shirt, si ça se trouve, tu pourras. Mais je te laisse aller checker ça, je mettrai l'update, je l'écrirai quelque part. Suis-moi sur Instagram, @j'aime trop ton signe, @houseofretrograde, on fera toutes les updates. Mais je pense que ça va être possible, les gars, je pense que ça va être possible. Mais bref, tout ça pour dire que je m'attends pas du tout à faire un gros lancement, que je m'attends pas du tout, pour moi le but c'est pas de générer un max de chiffre d'affaires, pour moi le but c'est vraiment de lancer et de faire des erreurs, parce qu'il y a que en faisant des erreurs que tu apprends. Et là je sais qu'il y a plein de choses que je vais devoir ajuster, mais en fait c'est des choses que je ne sais pas encore. En fait le travail de l'entrepreneur, c'est vraiment de régler plein de problèmes, de gérer plein de problèmes, et en fait la majorité du temps c'est des problèmes que tu ne sais pas, que tu vas devoir gérer. Voilà, étais-je née entrepreneur? Est-ce que je suis née? On va commencer l'épisode quand même, et après je vous partagerai cette réflexion que je me suis faite. Non, mais je vais vous la partager maintenant, parce que sinon je vais oublier. Lune en Gémeaux. Ce matin, j'étais en train alors mon discours mental préféré, il y en a un ou deux qui tournent un peu en boucle dans ma tête, c'est « je fais pas assez ». C'est je suis pas assez performante, je suis pas assez productive, je fais pas assez de choses. Et en fait, c'est fou parce qu'à chaque fois que je dis ça, à voix haute, mes potes, ils me regardent en mode « T'es sérieuse, meuf? Genre, tu te rends pas compte ?» Et en fait, non, je me rends pas compte du tout, parce que ce matin encore, j'écoutais un épisode de podcast business et je marchais sur la plage.
C'était genre 7h du matin, je faisais ma petite marche tranquillou avant d'aller chercher mon café et de commencer ma journée. Et j'étais en train de me dire, oh putain, j'aimerais tellement être le genre de personne qui arrive à travailler 15 heures par jour. T'imagines, c'est mon rêve. T'imagines, c'est ça mon rêve dans la vie. C'est de réussir à travailler 15 heures par jour. Non mais il y a un problème. Et en fait, j'arrive pas à travailler 15 heures par jour. Je suis projecteur, je suis très consciente qu'il y a un moment donné... j'arrive plus. En fait, j'arrive pas à forcer. C'est juste pas possible. Si je force, par exemple, hier... Je voulais travailler après dîner, mais en fait, j'étais devant mon écran comme ça et j'arrivais pas. Il y a rien qui sortait de ma tête. Genre vraiment, j'étais là, j'étais tellement lobotomisée, les gars, j'arrivais même pas à terminer ma journée en lisant. Je me suis endormie devant Netflix parce qu'en fait, j'étais tellement genre... J'arrivais à rien faire d'autre, genre même lire un livre c'était trop d'effort pour mon cerveau, vous vous rendez compte? Le seul truc que j'étais capable de gérer c'était regarder la même série pour la 45e fois parce que je la connais par cœur et que j'ai pas du tout besoin de me concentrer et que je peux juste être en mode, tu vois, genre lobotomisé comme un légume. Donc voilà un petit peu mon état hier. Et aujourd'hui, je me réveille, je vais marcher sur la plage pour genre me détendre. Et je me mets un podcast business et j'entends ces meufs parler business. Et là, je suis là, j'en fais tellement pas assez, je suis pas productive, je suis nulle. Et en fait, je suis revenue de la plage et je me suis posée là pour enregistrer le podcast. Et là, tout l'après-midi, genre vraiment là, il est quoi ? 15h45, j'ai bossé comme une esclave. Genre si je vous dis tout ce que j'ai fait aujourd'hui, genre j'ai vraiment travaillé comme une esclave. Et je suis là, mais Amina, en fait, genre, t'es une malade mentale. Tu te rends compte tout ce que t'as fait depuis 2024 ? Genre, j'ai sorti 2 produits pour J'aime trop ton signe. C'est énormément de travail de sortir des produits. Genre, j'ai sorti le workshop Astro Self Love. J'ai sorti l'e-book L'Astro de 2025. J'ai continué de faire un épisode de podcast par jour, 2 voire 3 posts Instagram qui demandent quand même beaucoup de temps parce que c'est des posts qui sont vraiment réfléchis, travaillés et tout ça. Faire des réels régulièrement, lancer une marque, genre lancer le TikTok, lancer l'Instagram, tout trouver comment fonctionner, découvrir Shopify, me former en email marketing pour l'e-commerce, enfin... Et tout ça, enfin, en essayant de gérer les deux, et genre... partir en Australie, shooter du contenu, et ça c'est énorme aussi, genre shooter du contenu pour la marque alors que j'ai aucune idée de ce que je fais, prendre un maximum de photos, sans oublier donner les lives du mentoring, m'occuper des étudiantes du mentoring, répondre aux demandes, m'occuper de mes clientes aussi parce que souvent il y a des retours, il y a des choses à voir, enfin en fait on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière un business comme J'aime trop ton signe, il y a énormément de choses à voir en back-end, gérer mon équipe, faire des réunions avec mon équipe, réfléchir à la vision, essayer de réfléchir à... comment on va faire ça, essayer de me projeter avec la nouvelle marque et essayer d'avoir un petit peu d'équilibre dans ma vie, à savoir nourrir mes relations amicales et genre prendre soin de moi, continuer de faire du sport 5 fois par semaine, 10 000 pas par jour, enfin genre vraiment. Heureusement que... Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que j'ai un problème et que faut que j'arrête, vraiment. Faut que j'arrête de m'auto-flageller comme ça en mode j'en fais pas assez parce que je suis folle en fait, genre vraiment... Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut que je me calme et que je fasse taire cette petite voix dans ma tête qui me fouette en me disant que j'en fais pas assez. Et en même temps, je vous dis travailler comme une esclave, mais je suis infiniment reconnaissante parce que je travaille beaucoup et en fait c'est un choix. J'ai choisi tout ce que je fais et j'en prends la responsabilité. Quand je dis travailler comme une esclave, je ne suis pas du tout pour me plaindre. Hein. Vraiment pas parce qu'en fait, par exemple aujourd'hui, comme je dis, j'ai travaillé comme une esclave, oui, mais je tire tellement de satisfaction de tout ce que je fais et ça me procure tellement de joie de me dire j'ai fait ça, enfin j'en tire. En fait, être productif pour moi, j'en tire énormément de satisfaction. Donc j'ai pas de problème à travailler comme une esclave. Mais le problème, en fait, le problème, c'est pas travailler comme une esclave. Le problème, c'est m'auto-flageller en me disant que je suis pas assez productive et que j'en fais pas assez, alors que je travaille comme une esclave. Tu vois, ça, c'est le problème. Voilà. Mais j'ai des clientes géniales, genre vraiment les retours que je reçois de mes clientes, c'est magique. Dans tout ce que je fais, hein, dans les accompagnements, dans les formations, dans les workshops, vos retours à vous, que vous soyez client ou pas, hein, mais de tout ce que je poste sur Instagram, le podcast, YouTube, genre c'est magique, genre j'aime tellement. N'hésitez pas à m'envoyer des DM pour me raconter ce que vous faites pendant que vous écoutez le podcast ou pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou à commenter en temps réel sur YouTube, genre vraiment, culpabilisez jamais de laisser 3 commentaires, genre j'adore vous lire, genre vraiment c'est vraiment le... C'est
comment tu dis le reward, j'arrive plus à parler français, mon cerveau ne fonctionne plus en français. C'est la gratification, genre vraiment c'est ma récompense, Amina. Merci, c'est ma récompense de lire vos commentaires, vos DM, genre vraiment merci. Et je travaille avec une équipe de dingue, genre vraiment les 3 meufs avec qui je travaille. Mais genre merci d'exister quoi, vous êtes incroyables, que ce soit Solène, Maxime ou Audrey. C'est fou parce qu'en fait, très souvent quand je discute avec des entrepreneurs, on me dit tout le temps la plus grosse difficulté c'est de recruter, et moi en fait j'ai jamais eu de problème à recruter et je travaille avec des superstars. Genre vraiment, mais je pourrais pas du tout faire tout ce que je fais sans elles. Genre merci d'être là parce que... Et en plus elles sont géniales, elles ont une éthique du travail impeccable. Enfin c'est que du bonheur et en fait vraiment ça m'allège, vous vous rendez pas compte. J'ai trop de chance, je suis trop bien entourée. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à peut-être pas m'envoyer un DM, mais laisser des commentaires sur YouTube notamment pour les remercier aussi, pour leur envoyer de l'amour parce que vraiment, je vous le dis, il n'y a pas que moi, et s'il y avait que moi, je serais pas du tout capable de faire tout ce que je fais sur J'aime trop ton signe, ça c'est sûr et certain. Voilà. Alors on va enfin entrer, donc après 15 minutes de blabla, dans le vif du sujet. Mais des fois il faut des épisodes un peu comme ça, non? Là j'ai l'impression que je vous ai fait pas mal d'épisodes très à préparer, structure, script, machin. Et puis des fois il faut des épisodes où j'ai envie de parler. Voilà, j'ai envie de parler, j'ai mon café, je suis fatiguée, j'ai travaillé comme une esclave, j'ai envie de chit-chat avec mes astro BFF, ok? On est là. J'aurais dû prévenir, ça c'est un épisode à écouter en voiture, c'est un épisode à écouter en pliant ton linge, c'est un épisode Alors l'autre jour on m'a dit, je m'épile à la cire ou je m'épile les jambes pendant que je t'écoute. Et j'ai trouvé ça iconique. J'étais là, parfait. Voilà. Donc envoyez-moi, dites-moi ce que vous faites quand vous écoutez le podcast. Je suis hyper curieuse. Moi, vraiment, le truc le plus basique que je fais en écoutant des podcasts, c'est vraiment de marcher ou de cuisiner ou de faire des tâches ménagères. Voilà. C'est vraiment... parce que je conduis pas. Donc c'est vraiment en marchant, en faisant les tâches ménagères et en cuisinant. Mais c'est vrai qu'à Bali, je cuisine pas. Donc c'est tâches ménagères. Et encore, c'est quoi les tâches ménagères? C'est déballer mon linge qu'on a lavé pour moi. C'est ranger les 3 trucs qui traînent. Ouais, bah voilà, écoutez, it's life. Voilà, heureusement, hein, parce que... Comment est-ce que je ferais si j'habitais pas ici? Je sais pas. Heureusement. Franchement, gratitude infinie de pouvoir habiter à Bali et de pas avoir à m'occuper du ménage, de pas avoir à m'occuper... Enfin si, je vais faire les courses, mais pour m'acheter du chocolat... J'ai pas besoin de faire les courses pour préparer à manger. Parce que commander ici, ça coûte la même chose que de faire les courses et de cuisiner. Donc autant commander. En plus, c'est super bon et c'est super sain. Donc je pense que tout le monde ferait comme moi. Et si jamais vous habitiez aussi ici. Parce que ici, personne cuisine, croyez-moi. Voilà. Bref. Alors, est-ce que je suis née entrepreneur? Pas du tout. Alors, pour vous donner un peu de contexte, j'ai grandi à Lausanne en Suisse, avec des parents ouvriers de classe moyenne inférieure. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent en grandissant. J'ai jamais manqué de rien, j'en suis infiniment reconnaissante, mais on n'a jamais eu beaucoup d'argent et on a même eu... Enfin, j'ai vraiment été éduquée à... l'argent, c'est difficile à avoir, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, enfin bref, tout ce bullshit... Alors, pas du tout contre mes parents, hein, vraiment pas du tout, mais tout ça pour dire que c'était ma programmation à l'époque. Est-ce que c'est pas encore je suis en train d'auto-introspecter pendant que je t'écoute parce que je suis toujours en train de travailler dur. Donc, est-ce que c'est toujours ma programmation? Est-ce que j'ai encore un truc à reprogrammer? Peut-être. Voilà, on s'en reparle à un autre moment. Et le truc, c'est qu'en fait, personne dans ma famille n'est entrepreneur. Mes 2 parents étaient salariés. Tout le monde dans ma famille est salarié. Et pour moi, en fait, ça faisait pas du tout partie de ma réalité de lancer un business, en fait. Genre vraiment, à aucun moment, en grandissant, je me suis dit, je vais être entrepreneur. Je pensais pas que c'était possible. Moi, on m'a vraiment dit, Amina, fais de bonnes études, fais ton master, va à l'université, décroche un bon travail, bien payé, et c'est tout. Et reste là-bas aussi longtemps que tu peux. Voilà. Après, c'est vrai que comme beaucoup de femmes de ma génération, j'ai vraiment été éduquée par ma mère à soit tu dois être indépendante. Tu dois être indépendante, tu dois jamais dépendre d'un homme, jamais dépendre d'un homme, jamais dépendre d'un homme.
Et je suis enfant unique, j'étais très timide, assez introvertie quand j'étais plus jeune. Et du coup, en fait, j'ai toujours été assez indépendante, c'est vrai. Mais j'ai vraiment été éduquée à fais de bonnes études, gagne un bon salaire, fais de l'argent pour toi, ne dépends jamais d'un homme. Voilà, donc ça c'était un peu le plan. En grandissant, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. J'avais des rêves, mais vu la situation dans laquelle on était, alors mon rêve, c'était vraiment de devenir styliste. Depuis toute petite, j'étais fascinée par la mode. Je regardais Fashion TV, j'achetais Vogue qui coûtait genre extrêmement cher avec mon argent de poche quand j'avais 15 ans. Et je rêvais de partir pour Paris, devenir styliste, étudier la mode dans une école privée à Paris. Mais évidemment, et encore une fois, j'en veux pas du tout à mes parents, hein, c'est vraiment pas du tout le mood. Mais c'est vrai que vu que eux ils galéraient financièrement, ils voyaient vraiment ça comme Amina, mais en fait, tu vas jamais réussir à bien gagner ta vie en travaillant dans la mode, c'est trop risqué. Et en plus, ils n'avaient pas l'argent de m'envoyer à Paris pour faire des études de mode. Voilà. Donc, j'ai été à l'université de Lausanne, j'ai étudié les lettres parce qu'en fait j'étais toujours, j'adorais l'histoire de l'art, j'adorais l'art, j'ai toujours aimé l'art. D'ailleurs c'est un truc qui manque profondément ici parce que, alors Bali a une culture incroyable, mais c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est art, artistique, exposition, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans une ville européenne, je vais dans les musées et j'avais montré ça dans mon vlog à Londres cet été, je sais pas si t'avais vu, j'étais au Tate Modern et genre vraiment mon cœur, voilà. Du coup j'ai étudié littérature et histoire de l'art à l'université de Lausanne, très random. J'ai fait une licence et en fait à côté je travaillais comme une esclave. C'est un peu le thème de ma vie. Je travaillais comme une esclave. Alors, j'ai eu pas mal de jobs d'étudiants. En fait, les gars, j'ai toujours aimé l'argent. Je me rappellerai toujours. Ah putain, j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter. Je sais pas comment je vais faire pour faire un seul épisode de podcast. En fait, je me rappellerai toujours du moment où j'ai découvert le pouvoir de l'argent. Je devais avoir... Quel âge j'avais ? Je devais peut-être avoir 8 ans. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle en entrepreneuriat la origin story. Donc la story originelle de qu'est-ce qui fait que tu es devenu entrepreneur ou quel était le moment, le tout premier moment, et en général, ça vient de l'enfance ou de l'adolescence, où tu as eu cette première phase d'entrepreneur où il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et je me rappelle, en fait, j'étais avec ma cousine, donc à Lausanne, hein, et en fait, j'étais tout le temps avec ma cousine, c'était ma meilleure copine, genre vraiment, on était comme des sœurs. Et en fait, je me rappelle, j'étais chez elle, c'était un dimanche et on s'ennuyait à mourir. C'est vraiment, tu sais, les dimanches où les darons, ils se voient, ils boivent le thé. Et en fait, nous, on n'avait rien à faire, du coup, on allait jouer dehors. Et je me rappelle, en fait, qu'il y avait un champ avec... Enfin, c'est pas un champ, c'était un jardin avec plein de fleurs, mais c'était des vieilles fleurs pourries, quoi. C'était pas des vraies belles fleurs, quoi. C'était des pâquerettes. Et genre... Moi, je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête... À 8 ans, hein, dis-toi. Je me suis dit, viens, on fait des bouquets et on les vend aux voisins. Du coup, j'ai embarqué ma cousine. Elle avait 2 ans de moins que moi, donc elle devait avoir... peut-être que moi j'avais 9 ans et qu'elle devait avoir genre 7 ans, un truc comme ça. Et c'était le printemps. Et du coup, on a été cueillir plein de petites fleurs. On les a emballées dans un petit... Je sais même plus comment on avait fait. Genre, on a fait un petit nœud. Et en fait, dès qu'il y avait un voisin, on était en bas, devant la porte d'entrée, et dès qu'il y avait un voisin qui passait, on lui vendait nos fleurs, on lui vendait nos bouquets de fleurs, genre 20 centimes. Et croyez-le ou non, la majorité des voisins qui passaient dans le quartier nous ont acheté des fleurs. Mais genre ma cousine, genre clueless quoi, genre elle avait aucune idée de ce qui se passait. Et ça, c'est la toute première fois, les gars, genre, c'est mon tout premier business. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-ci. Non. C'est pas celui-ci que j'ai lancé et qui a... Non. C'est pas ça. Mais ça, c'est juste une anecdote mignonne et drôle. Et ma mère a découvert ce qu'on faisait et elle m'a engueulée. Parce que pour elle, c'était arnaquer les voisins. Alors que moi, avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'étais géniale. Genre, j'avais déjà compris comment me faire de l'argent à 9 ans, t'imagines ? Bref, tout ça pour dire que j'ai toujours aimé l'argent, j'ai toujours aimé le luxe, j'ai toujours aimé les belles choses. Ça, c'est engrainé en moi, les gars. Je suis née pauvre, mais j'ai toujours aimé le luxe et les belles choses et tout ce qui brille et l'argent, etc.
Et du coup, dès que j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à travailler, donc mon tout premier job d'étudiant. Après le lycée, j'allais faire des sondages dans un institut à Lausanne. Et en fait, j'allais 3 fois par semaine après les cours pendant genre jusqu'à 21h. Ouais, c'était de 17h à 21h. Et on était payé 3 fois rien, mais parce qu'en fait, on avait 17 ans et qu'ils pouvaient nous sous-payer. Enfin bref, être payé 3 fois rien pour la Suisse, c'est quand même beaucoup mieux payé que la majorité des Français. Oups, sorry. Voilà. On était payé 17 francs l'heure. Et du coup, aujourd'hui, avec le taux de change, ça fait 17 euros, mais voilà, enfin bref. Pour la Suisse, c'est un très très bas salaire. Et pour les Français, c'est genre énorme. Voilà, je sais, I'm sorry. Bref, et du coup, je faisais des sondages, donc j'appelais les gens pour faire des sondages, mais horribles, genre. J'ai vraiment découvert le rejet à travers cette expérience. Mais en fait, j'avais 17 ans et toutes les personnes qui travaillaient avec moi là-bas, en fait, c'était que des jeunes, quoi. C'était vraiment que des jeunes, des adolescents ou des personnes qui étaient au début de leur vingtaine. Et en fait, on s'en fichait, quoi. Tu vois, genre, on se racontait nos anecdotes. On avait 5 minutes de pause. 5 minutes de pause. Genre juste pour manger un snack et retourner travailler. Donc là, je travaille déjà comme une esclave, mais j'étais jeune, donc ça allait. Et c'était le premier argent que j'ai commencé à me faire. J'ai commencé à économiser mon argent. Pourquoi je vous raconte ça, je sais pas. Parce que en fait, je rêvais de m'acheter un sac Louis Vuitton, le Speedy, tu sais. Je sais pas si tu vois lequel c'est, mais si tu vois pas lequel c'est, je t'invite à aller sur Google et à... Il existe toujours, je crois, ce modèle-là. Et dites-vous les gars, je me suis acheté toute seule mon propre sac de marque à 17 ans. Voilà. Je suis extrêmement fière de ça. Parce que j'ai toujours voulu me battre pour ce que je voulais. Et je travaillais jusqu'à 21h alors que j'étais au lycée et que mes potes, ils regardaient Gossip Girl. Et ouais, c'était la période Gossip Girl. Et moi, j'allais travailler, me faire rejeter au téléphone par des inconnus en leur proposant de faire des sondages. Voilà. Bref, ensuite j'ai travaillé au Starbucks, j'ai travaillé chez La Durée, j'ai travaillé chez Nespresso, j'ai travaillé chez Sandro, j'ai travaillé chez Mage. Et il y a plusieurs périodes de ma vie, quand j'étais à l'université à Lausanne, où je cumulais 2 jobs. Je crois qu'il y a un moment donné où je travaillais chez Sandro et chez Nespresso. J'ai travaillé longtemps au Starbucks. Et après, j'ai travaillé chez Sandro et chez Nespresso. Mais tout ça pour dire en fait qu'après les cours à la fac, au lieu d'aller étudier, j'étais moyenne. Pourquoi est-ce que j'étais moyenne ? Parce qu'en fait, j'allais pas étudier mes cours, j'allais travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Mais tout ça pour dire en fait que je me suis économisé suffisamment d'argent. Et alors, ça va beaucoup plus vite quand tu gagnes un salaire suisse parce que par exemple, chez Nespresso, bon, je vais vous dire, est-ce que j'ai le droit de le dire ? Je sais même pas si j'ai le droit. J'étais bien payée, quoi. Voilà. J'étais bien payée. Je sais pas énormément plus que 17 francs, mais c'est quand même plus. Et que du coup, quand tu gagnes, en fait, presque 3 fois plus qu'un... Parce que c'est combien le SMIC ? C'est 9 euros ? Je sais même pas. Ouais, j'ai gagné 2 fois, un peu plus de 2 fois plus, 2 fois et demi plus. Économiser pour te payer une école, ça va beaucoup plus vite. Ça va 2 fois et demi plus vite. Du coup, les maths sont vite faits. Mais tout ça pour dire que je me suis économisé suffisamment d'argent pendant que je travaillais à la fac. Et qu'avec tout l'argent que j'ai économisé, j'ai pu dire à mes parents, écoutez, maintenant, je suis adulte, je suis au début de ma vingtaine, j'ai envie d'aller terminer mon master à Paris, dans une école de mode. Et que du coup, en fait, pour le coup, après ça, ils ont vu que j'étais une bosseuse et que j'avais des rêves et que j'avais pas du tout envie de lâcher mes rêves. Du coup, je suis partie à Paris pour étudier la mode dans une école privée que j'ai payée toute seule, voilà, avec mon argent. Et voilà, j'ai vécu à Paris, je suis partie faire un échange à Shanghai. Et ensuite, à la fin de... c'était un MBA, c'est pas vraiment un master, c'est un MBA, quoi. Je connais pas vraiment la différence pour l'interrogation. J'ai pas appris énormément. Par contre, j'ai réussi ensuite à me faire embaucher dans une agence de publicité marketing à Paris, donc en stage pendant 6 mois. Alors là, par contre, Là, c'était vraiment la période où j'ai travaillé comme une esclave, mais vraiment travaillé comme une esclave dans le sens où j'étais aussi payée comme une esclave. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai fait 6 mois et qu'après 6 mois, je me suis fait embaucher. Et en fait, c'était un peu un moment, un full circle moment, comme on raconte. Comment t'exprimes ça en
en français, un moment où vraiment tu reviens à tes origines, parce que tout ce que j'ai fait à Melbourne en termes d'activation, bah, c'était ce que je faisais dans cette agence-là. En gros, ce que je faisais dans cette agence-là, c'était de réfléchir à des campagnes marketing et influence pour les réseaux sociaux et de créer en fait des activations avec des influenceurs. Et en fait, c'était un travail hyper créatif que j'aimais beaucoup, mais j'étais hyper mal payée. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai eu un déclic. C'est que... alors, il y a eu plusieurs moments où j'ai eu des déclics. Mais c'est que je me rappellerai toujours, une fois, j'étais au téléphone avec ma maman. Et mon Dieu, j'habitais dans un appartement pourri, dans le 10e. Non mais vraiment, cet appartement, il était horrible. Et en plus, j'étais en sous-loc avec un locataire, hein, pas un proprio, un locataire qui était complètement taré. Et des fois, il rentrait dans l'appart pendant qu'on n'était pas là parce que... Alors quand je dis on, j'avais un coloc qui était aussi en sous-loc du coup. Et on voyait des choses dans l'appartement qui avaient bougé. Enfin bref, c'était horrible. Je suis restée là-bas 6 mois, mais après... parce que je me sentais pas du tout en sécurité. Et puis l'appartement, il tombait en ruine. Enfin bref, voilà. Les petites anecdotes. J'ai connu la galère. Hein, vraiment, aujourd'hui, tu me vois, Amina, elle vole en business et elle boit du champagne. Mais crois-moi que j'ai connu la galère. J'ai connu faire ses courses avec la calculatrice parce que t'as un budget et que tu peux pas te permettre. J'ai connu pas avoir d'argent... d'économie, j'avais aucune épargne, enfin j'avais pas d'argent du tout, donc j'ai connu tout ça, hein. Vraiment, vous inquiétez pas, voilà, j'ai connu tout ça. Et où est-ce que j'en étais? Et en fait, j'étais au téléphone avec ma mère un jour, je revenais, en fait, je marchais pour aller dans... Je me rappelle exactement où j'étais pendant que j'avais cette conversation. Et là, j'ai ma mère qui me dit, tu sais Amina, quand on sera à la retraite, on va pas avoir beaucoup de sous, ce serait bien si t'avais la possibilité de nous aider un peu. Et pas du tout en mode pression ni rien, hein. Vraiment mes parents ils m'ont jamais rien demandé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis dit bah en fait ils ont fait énormément pour moi quand j'étais petite. Ils ont toujours fait de leur mieux pour prendre soin de moi. J'ai envie de pouvoir être dans une position un jour quand je suis plus vieille, de pouvoir me dire bah en fait si j'ai envie de donner de l'argent à mes parents et de prendre soin d'eux et de les aider financièrement, bah j'ai envie de pouvoir le faire. Et là en fait il y a eu un autre moment où j'ai découvert que mon boss il gagnait 3 000 € par mois. Et là, j'ai fait les maths et je me suis dit, si mon boss, il est là depuis genre plus de 5 ans et il gagne seulement 3 000 €, mais j'ai aucune chance de pouvoir, de un, vivre le mode de vie que j'ai envie de vivre, à savoir pouvoir un jour dans ma vie, je sais pas, voyager en business, m'acheter des belles choses, aller dans des beaux hôtels 5 étoiles, genre impossible, avec 3 000 € par mois en vivant à Paris, mais comment? Et de deux, aider mes parents. Donc c'est deux choses que j'avais envie de faire. Là, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, Amina, si tu continues sur ce chemin, ton travail, il est fun, t'es épuisée. Vraiment, c'était un délire, les gars, genre, vous vous rendez pas compte, mais... Je dormais à peine, j'avais à peine le temps de manger. Et dans cette agence-là, c'était complètement taré, genre. Vraiment, des fois... En fait, c'était normal de pas prendre de pause déj. C'était normal d'avoir une réunion pendant la pause déj et de pas avoir le temps de manger. C'était normal de terminer à 22h en me faisant hurler dans le bureau de mon patron parce que la présentation pour le client, elle était pas parfaitement alignée. Genre, tout ça, c'était normal. Et en plus de ça, je gagnais super mal ma vie. Et là, en fait, j'ai fait, ok, y a un problème là. Soit je trouve un autre taf, pas dans une agence du coup, mais dans une société, genre vraiment. Soit, je sais pas, j'avais pas d'autre solution en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout encore dans mon champ de vision. Un miracle est arrivé. Et les miracles, les gars, ils arrivent vraiment par hasard. Par hasard, entre guillemets. L'univers a entendu mes prières. Et sachez juste un truc, c'est que à cette époque-là, j'étais pas du tout encore spirituelle, hein. J'étais pas du tout spirituelle comme je suis aujourd'hui. Mais apparemment, j'étais quand même suffisamment ouverte à mon intuition et aux signes de la vie. Parce que, alors, j'ai toujours regardé YouTube. J'ai jamais été trop télé. Par contre, depuis que j'ai, je sais pas, 14-15 ans, je regarde YouTube. Vraiment, YouTube, c'est mon truc. Les gens, ils me croient pas quand je dis que je regarde pas la télé-réalité. Je déteste la télé-réalité. Mais c'est parce qu'en fait, ma télé-réalité à moi, c'est YouTube, en fait. Je préfère regarder des vlogs de Andy Ella. Pour le coup, c'est des vlogs business, mais je préfère regarder des vlogs de mes youtubeuses préférées à New York qui vont dans des coffee shops et qui goûtent de la nourriture à New York ou peu importe où.
que de regarder la télé-réalité. C'est vraiment personnel, il y a rien contre la télé-réalité, chacun son truc. Mais moi, j'ai toujours regardé YouTube et en fait, j'ai appris à me maquiller sur YouTube. Si t'es comme moi, peut-être que tu te rappelles de Julie Loves Mac, qui est genre vraiment... Je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais Julie Loves Mac, elle faisait des vidéos dans sa salle de bain et en fait, elle se maquillait. J'ai appris à me maquiller avec Julie Loves Mac, avec... Elsa, j'ai oublié son nom de famille. Enfin bref, toutes ces OG youtubeuses françaises qui, je sais pas, sont toujours sur le devant de la scène ou pas. Enfin, Julie, je crois pas. Mais bref, et du coup, j'ai toujours regardé des vidéos beauté, des vidéos aussi nourriture, etc. Mais jamais de vidéos business. Et là, un jour, je prenais mon petit déj devant YouTube comme d'hab. Et là, je tombe sur une vidéo. Alors, je regardais beaucoup de vidéos en anglais, hein. Mais c'est pas comme si j'avais cliqué sur quoi que ce soit ou recherché quoi que ce soit, d'accord ? Toutes mes vidéos, c'était que de la beauté. Et je tombe sur une vidéo d'un entrepreneur. Attendez, non. Il y a la toute première vidéo qui est venue par hasard dans mon feed, c'était une vidéo, et le titre c'était, et c'est ça qui a fait que j'ai cliqué, elle gagne 20 000 $ par mois à 24 ans, ou à 22 ans. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait... Comment ça, la meuf, genre, en plus, c'était la miniature, c'était une bimbo, tu vois. Et c'était pas, il y avait OnlyFans, ça existait pas. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était pas, il y avait rien de chelou, hein. Je clique sur la vidéo, et là, c'est un mec qui s'appelle Stéphane, qui avait une chaîne qui s'appelait, putain, j'ai une bonne mémoire quand même, hein, Mercure en taureau, Project Life Mastery. Et du coup, c'était une vidéo de sa girlfriend, alors je sais pas s'il est toujours avec elle. Là, on est en 2016, les gars. On est en 2016. Je vous ai pas parlé de la timeline. Là, on est en 2016, donc ça fait 9 ans. C'était il y a 9 ans. C'était il y a 9 ans, c'est fou. J'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, je découvre que cette vidéo, en fait, c'est véridique et que la nana, en fait, elle a un business sur Amazon, Amazon FBA, et qu'en fait, elle vend des produits sur Amazon et qu'elle gagne 20 000 $ par mois avec son business Amazon. Et là, il se passe un truc pour moi. Là, il se passe un truc et là, je me dis, cette meuf, genre cette bimbo, je suis désolée, mais vraiment, elle avait pas l'air méga... en gros, elle avait pas l'air plus intelligente que moi, tu vois. Je suis quand même une nana, tu vois, j'en ai un peu dans la tête. Et je vois ça et je me dis, mais en fait, si elle peut le faire, pourquoi moi, je pourrais pas le faire ? Et là, en fait, ça s'est illuminé dans mon cerveau. J'ai fait, ting, 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 business, Amazon FBA. Ensuite, j'ai découvert le monde du business en ligne. Et en fait, j'ai compris que moi, petite Amina, je pouvais devenir entrepreneur. Ah, je suis en train de réaliser, je crois que je vous ai déjà raconté ça. Waouh, j'ai un flashback. Je crois que je vous ai déjà raconté ça. En fait, en gros, là, je suis en train de me dire, est-ce que je suis pas en train d'enregistrer un podcast que j'ai déjà enregistré il y a 2 ans ? Bref, on va continuer parce que je suis déjà lancée, mais en fait... Je crois que je vous ai déjà raconté ça dans un épisode de podcast. Vous me dites, hein, putain, je suis une mamie qui radote. Bref, la mamie qui radote va quand même finir son histoire. Est-ce que c'est un épisode en 2 parties ? Je sais pas, on est déjà à 40 minutes et j'ai pas du tout l'impression d'avoir... Bref. Et du coup, je découvre le monde du business en ligne. Je découvre Stan Leloup et son podcast Nomade Digital. Et là, en fait, je me dis, mais moi, petite Amina, je peux être entrepreneur. Là, je découvre aussi Enzo Honoré et je vois en fait que, on peut lancer un business en ligne et devenir digital nomade et partir vivre en Thaïlande. Comment te dire que moi, qui étais coincée à Paris, c'était le mois de, je sais pas, il faisait froid. Je prenais le métro avec les gens qui tiraient la gueule et je gagnais 3 fois rien. Ah oui, je t'ai pas dit, après mon stage, je me suis fait embaucher dans l'agence, by the way, au SMIC, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et c'est quand même mieux que le salaire de stagiaire que j'avais. Voilà. C'était un petit peu mieux. Un petit peu. Non mais vraiment, c'est... Vivre à Paris avec un SMIC, les gars, je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu. Anyway. Et là, je me dis, mais attends, je peux lancer un business en ligne, me barrer en Thaïlande et travailler sur mon ordinateur. C'est quoi ce délire ? Du coup, à partir de ce moment-là, donc là, on est en 2016... Je deviens obsédée par le business en ligne. Obsédée. Ça veut dire qu'en fait, je me nourris que de podcasts, de vidéos YouTube. Genre vraiment, je lâche tout pour vraiment
consommer le plus de contenu possible. Je me suis mise dans des masterminds. Donc à l'époque, c'était encore l'époque où Facebook était quelque chose. Aujourd'hui, on est d'accord, Facebook, ça sert plus à rien. Enfin, à part pour les groupes, mais il y avait beaucoup de mastermind, groupes entrepreneuriales sur Facebook. Du coup, je me suis fait des potes entrepreneurs. C'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de mes potes entrepreneurs aujourd'hui, avec qui je suis toujours pote d'ailleurs, dans des groupes Facebook entrepreneuriales, où on était genre tous ensemble à vouloir commencer un business en ligne. Et en fait, là, les gars, c'est comme si j'avais pris la pilule. Attendez, c'est laquelle la pilule? C'est la pilule bleue ou la pilule rouge? Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai découvert dans Matrix. C'était une ref que j'ai pas vraiment parce que je sais plus si c'était rouge ou bleu. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai découvert un nouveau monde, que en fait, genre j'ai mon cerveau. En fait, tu sais pas ce que tu sais pas. Tu vois? Et c'est fou en fait qu'il y a plein de monde sur Terre qui savent pas, enfin qui ont aucune idée qu'on peut faire ça. Et je faisais partie de cette personne-là. Il y a eu un avant-après. Et le avant, c'était... en fait, je sais pas ce que je vais faire de ma vie parce que clairement, je vais pas rester à travailler comme une esclave pour 3 fois rien. Et en même temps, quelle est la solution? Parce que il y en a pas. En fait, la solution, c'est je vais devenir entrepreneur, lancer un business en ligne et vivre ma best life à voyager en Thaïlande. Je rêvais que de ça. C'était vraiment mon rêve. J'avais jamais été en Thaïlande. J'avais jamais vraiment voyagé. Enfin, j'avais jamais voyagé en Asie. Et long story short, mon père a vécu 1 an en Thaïlande. Depuis que je suis toute petite, il me raconte ses aventures de voyageurs en Thaïlande il nous parle de tous ces plats incroyables qu'il mangeait et de ces fruits exotiques. Et en fait, genre vraiment, j'ai été nourrie et bercée à ça depuis que je suis toute petite. Je rêvais d'aller en Thaïlande. Et là, en fait, je me rappellerai toujours, il y a des moments où je me suis dit, mais en fait, je vais faire en sorte que ce soit possible et j'étais déterminée. En bref, vu que le premier business model, parce qu'en fait, gagner de l'argent en ligne, il y a plein de business models possibles. Il y en a beaucoup. Ce que je fais aujourd'hui, ça s'appelle de l'infoprenariat. C'est ce business model-là. Ça veut dire en fait que je vends des infoproduits. Voilà, donc des formations, des workshops, etc. Et il y a l'e-commerce, à savoir tu vends des produits physiques. Et je me suis dit, en fait, j'ai découvert Amazon FBA. Ça n'a pas l'air sorcier. Pourquoi pas lancer? Donc c'est ça, en fait, en gros, le business que j'ai fait pendant 2 mois. J'ai lancé un business sur Amazon FBA. Et on est quoi, en 2016 ou en 2017? Je crois qu'on est... Non, on est en 2017. Là, on est en 2017. Oui, 2017. Je lance ce business Amazon FBA. Et en fait, c'était l'époque Gary Vaynerchuk où il nous disait document the process, document the process. En gros, d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, vraiment, et aujourd'hui, on appelle ça build in public. Ça veut dire en gros que tu vas montrer, mais c'est déjà allé à la mode à l'époque, hein, vraiment c'est pas nouveau ce truc de build in public, mais en gros c'est montre tout ce que tu es en train de faire. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait j'ai secrètement toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube. Genre, je pense que toutes les personnes qui regardent du contenu sur YouTube de façon hyper avide, elles ont toujours eu un coin de leur tête où elles se sont dit, tiens, je pense que j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube. En tout cas, ça a été mon cas. J'avais lancé même un blog mode à une époque-là, que j'ai jamais tenu d'ailleurs, mais j'avais lancé un blog mode, j'aimais bien créer du contenu. Il y avait un site qui s'appelait Lookbook et d'ailleurs il y a beaucoup de blogueuses qui ont commencé comme ça d'ailleurs. Et sur ce site, je postais des fois du contenu, enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas complètement étranger à moi. Et je me suis formée, alors ça c'est aussi une petite parenthèse, mais c'est vrai que j'ai toujours adoré le montage vidéo et l'édition de photos, j'ai toujours été hyper créative. J'avais une version crack de Photoshop sur mon ordinateur quand j'avais 16 ans. Et en fait je m'amusais j'avais Photofiltre aussi sur mon PC avant. Et en fait, je m'amusais à faire des montages photos, des montages vidéo, enfin bref, voilà. C'était un peu, les enfants normaux allaient faire de la trottinette et jouer au foot dehors. Et moi, j'étais sur une version craquée de Photoshop à bricoler des trucs. Voilà, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours été un peu geek du design graphique. D'ailleurs, j'ai failli devenir graphiste, mais ça s'est pas fait parce que j'ai pas été acceptée dans l'école. Et heureusement, d'un côté, parce que je sais pas ce que je ferais aujourd'hui si j'avais été acceptée. Mais bref, je lance mon business Amazon. Et là, je lance en même temps ma chaîne YouTube. Et pour vous dire, les gars, j'avais mon travail à temps plein, mon business Amazon, que je venais de lancer, où je devais tout apprendre. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Vraiment, genre, zéro idée, mais genre encore moins qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus de connaissances sur l'entrepreneuriat et le business en ligne qu'à l'époque. Genre, je savais rien du tout. Aucune idée de comment filmer des vidéos. Mais je le fais. Voilà, je le fais. Je filme des vidéos sur YouTube. Je publie combien? 1 fois par semaine ou je sais plus.
J'ai fait ça pendant quelques semaines. Et en fait, j'ai vendu tout mon stock. Donc j'ai quand même réussi à vendre quasiment tout mon stock, je crois. Et je me suis rendu compte, donc là on est en décembre 2017, et je me rappellerai toujours parce que j'ai eu un gros déclic à ce moment-là. Je suis rentrée en Suisse pour Noël, je me suis fait opérer des amygdales, grosse erreur, genre vraiment horrible. Et en fait c'est un peu un moment où j'ai eu l'impression d'avoir touché le fond. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce business Amazon ne me plaisait pas du tout. Parce que c'était que... Alors, je vendais pas un produit que j'appréciais. Parce que, en fait, bon, je te la fais courte, mais à cette époque-là, ce que je savais d'Amazon FBA, c'était qu'il faut trouver un produit qui se vend et ensuite, faut en commander et le vendre. Ça, c'est un système qui fonctionne super bien sur Amazon FBA, sauf qu'en fait, moi, j'arrive pas à vendre des trucs qui me passionnent pas. Je vendais des éponges en silicone et en fait, j'étais pas du tout alignée avec ça et il y a rien qui me plaisait parce qu'il y avait absolument rien de créatif. En fait, le seul truc créatif, c'était que la raison pour laquelle j'ai vendu plus, parce qu'en fait, il y avait plein de concurrents qui vendaient les mêmes choses que moi sur Amazon, c'est qu'en fait, j'avais créé une marque. Et le seul truc qui m'avait plu dans ce business, c'était, et là, en fait, ça aurait dû, genre, sonner une petite sonnette dans ma tête, hein, c'était le process de branding, en fait. C'était le fait d'avoir créé la marque, d'avoir donné un nom, d'avoir créé un logo, parce qu'en fait, j'avais des compétences sur Photoshop que peut-être mes concurrents n'avaient pas. Et du coup, bah, en fait, j'avais créé cette marque et ça me rendait plus... je pense plus sérieuse par rapport aux autres éponges et du coup les gens achetaient chez moi alors que mon produit était plus cher. Voilà, et c'était exactement le même produit, mais j'avais fait une marque et du coup ça instaurait plus de confiance sur la page produit d'Amazon. Voilà. Mais bref, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui me plaisait, que c'était beaucoup trop analytique, beaucoup trop de chiffres, et que en fait j'aimais pas du tout ça. Du coup, bah, en fait pour moi... ça valait pas le coup de quitter mon travail créatif, enfin mon job de salarié créatif dans lequel je pouvais mettre ma créativité au service de mon travail, même si je travaillais comme une esclave pour le SMIC, au moins ce que je faisais était stylé, alors que là, bah, ça me plaisait pas. Par contre, j'ai eu l'autre déclic que j'avais besoin d'avoir, c'est que j'aimais pas faire Amazon, mais j'adorais faire des vidéos sur YouTube. J'adorais filmer, j'adorais éditer, j'adorais faire mes miniatures. Genre vraiment, j'adorais. Et en fait, je savais que j'avais envie de continuer à créer du contenu sur YouTube. Ensuite, je rentre en Suisse et là, je me fais opérer des amygdales. J'ai l'impression d'avoir touché le fond parce que je suis mal après l'opération. J'arrive pas à dormir, j'ai un mal de chien, enfin bref. Et en fait, je me dis, je sais pas ce que je vais faire de ma vie parce qu'en fait, clairement, YouTube, ça va pas payer mes factures. Donc, je suis pas bien dans mon taf. On est au mois de décembre, il fait froid. J'ai un mal de chien. Je gagne pas bien ma vie. J'ai pas d'argent. Je suis en Suisse. C'est Nouvel An. Je regarde Arthur à la télé avec ma tante. Enfin, tu sais, c'est vraiment ce moment où j'avais 26 ans. J'avais 26 ans, j'étais là, j'ai touché le fond là. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais rentrer à Paris et quoi, je vais reprendre ma vie. Fini le business, ça y est. Et là, en fait, il y avait un YouTuber que j'adorais. Je sais pas si, je pense qu'il m'en voudra pas. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Putain, c'est fou. J'ai vu ça sur Facebook tout à l'heure. Je fais waouh. Joyeux anniversaire. Il y avait un YouTuber que je suivais de façon avide qui faisait des vidéos sur la nutrition, le véganisme. Parce qu'à cette époque-là, cette époque-là, j'étais végane. Hein. J'étais végane. Ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Genre, vraiment, on va pas en parler aujourd'hui. Mais bref, à cette époque-là, j'étais végane. Du coup, je faisais partie de la vegan community sur YouTube, etc., etc. Et je regardais ses vidéos, j'adorais ses vidéos. Et en fait, lui, c'était un infopreneur et il vivait à Chiang Mai en Thaïlande. Et je voyais sa vie et je me suis dit, mais en fait, il vend des formations en ligne, il crée des vidéos sur YouTube et il habite en Thaïlande, genre vraiment, il vit la vie de mes rêves. Et un jour, il a posté une vidéo comme quoi il cherchait un ou une assistante. Et là, j'ai fait, tu sais quoi, je sais pas pourquoi, mais en fait, il faut que je vais postuler. On sait jamais, je vais postuler. Et en gros, j'ai été prise. Et là, je lui ai dit, franchement, je veux faire ce que tu fais. Je veux faire la même chose, en fait. J'ai envie de lancer un business, de gagner ma vie en ligne et de créer du contenu sur YouTube. Et là, il m'a dit, mais tu sais quoi, Amina, si tu veux, je t'apprends. Et là, les gars, en fait, encore une fois, hein, c'était l'univers, quoi. Enfin, il y a tout qui s'est aligné dans le sens où cet entrepreneur m'a coachée. Et en plus de ça, vu que j'étais son assistante,
Je voyais toutes les coulisses de son business. Il m'a complètement formée à tout, écrire des pages de vente, écrire des emails, les tunnels de vente, ClickFunnels, genre tout ce qu'il y a derrière un business en ligne. Bah, comme j'aime trop ton signe, au final, genre vraiment la base, le socle, j'ai tout appris avec lui. En 6 mois, j'ai lancé mon premier business, pas mon deuxième business du coup, parce qu'Amazon, j'ai complètement arrêté, ça me plaisait pas. J'ai lancé mon deuxième business qui était, donc en fait, je faisais des vidéos sur les TCA, la boulimie, etc. J'en ai parlé dans ma toute première vidéo sur la série Glow Up. Et du coup, bah en fait, j'ai lancé ça et après 6 mois, j'ai fait mes premiers 1 000 €. Et là, j'ai fait, ok, ça y est, c'est parti. J'ai fait 1 000 €. Je crois que j'ai fait mes premiers 500 € au mois de juillet. Est-ce que c'était juillet 2018 ? C'était juillet 2018. Et là, j'ai fait c'est parti, go, let's go. J'ai tout quitté. J'ai viré mon appart à Paris. Alors, j'étais en CDD. Non mais merci, j'étais en CDD, pas en CDI. Du coup, j'ai pas renouvelé mon contrat. Alors ça, vraiment, j'ai eu de la chance. Vraiment, j'ai eu de la chance. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais j'ai eu droit au chômage. Et du coup, je me suis barrée. Je me suis barrée, les gars. Je me suis barrée. Je suis partie en Thaïlande. J'ai pris mes clics et mes claques. J'avais 8 mois de chômage pour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire en sorte de subvenir à mes besoins. Mais à Chiang Mai, en Thaïlande, et c'est pour ça que je suis partie à Chiang Mai, tu peux vivre avec, à l'époque en tout cas, pré-Covid, tu pouvais vivre avec 600 €. Alors, clairement, j'étais dans des guest house pourris avec des cafards. Mais pour moi, ça, c'était mieux parce que j'étais libre. Et c'est là qu'en fait, je me suis ouverte à tellement de choses, à la spiritualité, à la découverte de moi. J'ai fait mon premier cercle de femmes quand j'étais en Chiang Mai, en Thaïlande. J'ai découvert tous ces systèmes de connaissance de soi absolument extraordinaires. Je suis tombée là-dedans et je suis devenue passionnée par tout ça. Et voilà les gars, c'était le début de cette aventure entrepreneuriale. J'ai fait donc je coachais des femmes, j'aidais les femmes à se libérer de la boulimie. J'étais très douée dans ce que je faisais parce qu'en fait, j'ai vécu cet enfer pendant si longtemps et en fait, je m'en suis sortie toute seule. Ça veut dire qu'en fait, j'avais développé une méthode qui permettait vraiment aux personnes de se libérer de la boulimie, qui fonctionnait. J'ai accompagné beaucoup de personnes, mais c'était drainant. C'était extrêmement drainant. C'était extrêmement fatigant. Et il y a un moment donné, en fait, où j'arrivais plus parce que, énergétiquement parlant, c'était en fait aider d'autres personnes à sortir de la souffrance parce que vraiment, je pense que quand on l'a pas vécu, on se rend pas compte, mais les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment une souffrance. En fait, une des raisons qui fait aussi, tu sais, quand tu es entrepreneur, il faut résoudre un problème grave, douloureux et urgent. Une des raisons pour lesquelles ça a décollé aussi vite, c'est parce que les TCA, c'est un problème grave, douloureux et urgent. Vraiment, quand tu es dedans et quand tu le vis, c'est un enfer. Et j'ai vécu cet enfer pendant 10 ans. Je m'en suis sortie, mais genre vraiment incroyable. Et j'aidais d'autres personnes à s'en sortir. Et en fait, à ce moment-là, j'étais un peu en mode sauveuse. C'est ma mission de vie. Je l'ai vécu parce que je dois aider d'autres personnes à s'en sortir. Mais en fait, ça m'a tellement apporté parce que j'ai vraiment aidé beaucoup de monde. Et c'était hyper gratifiant, quoi. De voyager en Thaïlande et d'aider des personnes à guérir d'un problème aussi grave et aussi douloureux, c'était hyper gratifiant. Mais c'était hyper lourd. Et il y a un moment donné, en fait, où juste énergétiquement, j'arrivais plus à tirer toutes ces personnes et j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Et c'est là que j'ai lancé J'aime trop ton signe. Voilà. C'était en juillet 2020 que j'ai lancé J'aime trop ton signe. J'ai lancé le compte Instagram. Et vous savez quoi, ça a décollé super vite. Mais je savais déjà ce que je faisais parce que c'était pas mon premier business. Voilà. Tout ça pour dire, les gars, que ça fait plus de 6 ans que je suis entrepreneur et que je suis ravie. Je sais pas si vous voulez la suite, mais la suite, vous la connaissez, donc vous avez suivi J'aime trop ton signe, vous savez ce qui s'est passé. Vous connaissez un peu le parcours, j'ai commencé à faire des lectures de thèmes, c'était super cool, ça marchait trop bien. Et puis je me suis rendu compte en faisant des lectures de thèmes que je préférais transmettre l'astrologie parce que pour moi, je trouvais que c'était beaucoup plus puissant d'apprendre aux personnes qui venaient me voir à lire leur propre thème. Parce que tout simplement, quand tu apprends à lire ton propre thème, tu arrives à en tirer encore plus que de simplement aller voir un astrologue une fois.
Et ça, c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire de la formation et à vous apprendre à plonger dans votre thème astral, parce que je trouve que c'est infiniment plus puissant de vous enseigner et de vous apprendre à lire votre thème, à le décrypter, parce qu'en fait, je me rends compte aussi à travers mon expérience et à travers l'étude de mon thème astral à moi, que ça évolue en permanence, que de me former moi en astrologie m'aide à naviguer ma vie avec tellement plus de facilité et de fluidité. Et si toi qui me regardes, tu te formes en astrologie, que ce soit pour accompagner d'autres personnes ou pour toi-même, tu comprends ça, parce que comprendre l'astrologie, c'est un super pouvoir de malade mental. Ça te donne un avantage compétitif sur tellement de choses, en termes de connaissance de soi, pour accompagner d'autres personnes, et aussi en termes d'études des transits. C'est absolument fabuleux, c'est une des raisons qui fait que je me suis autant passionnée, j'ai compris le pouvoir de l'astrologie, genre hyper rapidement. Et je trouvais ça beaucoup plus puissant de pouvoir le transmettre à d'autres personnes pour vous aider justement à décrypter ça par vous-même et en fait vous donner ce super pouvoir. Plutôt qu'en fait d'être la personne qui va lire un peu de votre magie pendant 1 heure et demie, moi je trouvais ça encore plus puissant de vous le transmettre, de vous transmettre cet art et de vous apprendre à pêcher tout simplement. Au lieu de vous vendre du poisson, j'ai préféré vous apprendre à pêcher. Pour moi, ça résonnait infiniment plus. Et j'adore transmettre, j'adore enseigner, j'adore le faire à travers des podcasts, des vidéos, des formations. Enfin, vraiment, j'ai tout de suite compris que j'étais faite pour ça et je l'ai compris très vite et j'ai commencé à faire des ateliers astro. Et puis ensuite, j'ai sorti le mentoring astro-intensif. On a fait, c'est la 7e cohorte là du mentoring. Ça se passe, voilà, j'ai formé beaucoup de personnes à l'astrologie. J'en suis infiniment reconnaissante et ça change des vies, quoi. Vraiment, ça change des vies et je pense que ça change tout autant de vies que d'aider des personnes des femmes. J'ai accompagné que des femmes à se libérer de la boulimie. Et je pense que j'ai tout autant d'impact avec l'astrologie qu'avec les TCA. Voilà. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir avoir beaucoup d'impact aussi avec une marque de vêtements. C'est différent. Mais je pense aussi qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien et de faire du bien au monde à travers tout ça. Voilà les gars. J'ai accéléré, j'ai mis un coup d'accélérateur sur la fin. Si jamais vous avez des questions, s'il y a des parties que vous avez envie que j'éclaire, que vous voulez que je revienne sur certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. C'est un épisode qui était très long. J'espère qu'il t'a plu. Mets-moi un petit emoji. Qu'est-ce que tu vas me mettre comme emoji ? Tu me mets un emoji meuf sur ton ordinateur qui travaille en commentaire sur YouTube, ou tu le commentes sur mon dernier post sur Instagram @j'aime trop ton signe, ou tu me l'envoies via DM pour me dire que t'es bien resté jusqu'à la fin de cet épisode et que ça t'a plu et que t'as kiffé. N'hésite pas à me faire tes retours, vraiment, je suis ravie de répondre à vos questions, de vous aider ou de vous inspirer niveau business. Mais sachez juste un truc, en fait, c'est que c'est pas une aventure facile et que je pense qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. Et qu'en fait, il faut vraiment accepter qu'il y a des moments où tu n'arriveras pas à dormir la nuit. Tu sais, vraiment, il y a des moments vraiment où j'étais dans un stress et dans une anxiété parce que j'avais mon loyer à payer à Paris, que je venais d'annoncer à mon patron que j'allais pas renouveler mon CDD. Et en fait, c'était le moment où je savais pas encore si j'allais pouvoir toucher le chômage. Parce que je me rappellerai toujours, mon Dieu, mais les gars, vraiment, il y a des moments dans ma vie où Vraiment, alors cette période-là, je savais pas si j'allais pouvoir toucher le chômage français parce qu'en fait, j'avais pas encore de numéro de sécurité sociale permanent. J'avais un numéro de sécurité sociale qui commençait par 9 et pas par 2. Mais en fait, je travaillais en France, du coup, j'avais droit à mon numéro de sécu, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je travaillais en France, quoi. J'avais un salaire en France, etc. Mais mon numéro de sécurité sociale commençait par 9 et pas par 2. Et du coup, si ça commençait par 9, il était temporaire. Et techniquement, j'avais pas droit au chômage. Mais il s'est passé un miracle. Et vraiment, l'univers m'a... Mais il y a eu des moments où... il y a eu, je pense, 2 semaines, voire 3 semaines où j'étais là en mode, ok, j'ai pas d'argent sur mon compte. Mes parents n'ont pas d'argent pour m'aider. Ils peuvent pas m'envoyer de l'argent, c'est pas possible. Et en plus de ça, j'ai un loyer parisien à payer, des cours, faut que je me nourrisse quand même. J'ai pas de travail, j'ai pas de plan B, je sais pas si je vais pouvoir toucher le chômage, je fais 0 avec mon business. C'était au mois de mai, je crois que c'était avril ou mai, c'était juste après que je me sois lancée, juste avant que je commence à gagner ma vie, à faire de l'argent. Et là, vraiment, j'étais là, je sais pas comment je vais faire.
mais c'était vraiment un moment de deep surrender, de lâcher prise totale en mode je fais confiance, je le veux au plus profond de mon cœur, je vais faire en sorte que ça fonctionne et je ne lâcherai rien tant que ça n'aura pas fonctionné. Et même quand je suis partie en Thaïlande, il y a eu plein de moments où je savais pas, quand tu es entrepreneur au début, quand tu viens de te lancer, il y a des mois où tu fais 1 000 €, il y a des mois où tu fais 200 €, il y a des mois où tu fais 1 500, puis après tu fais de nouveau 900. Et vraiment, c'était hyper incertain, mais ça fait partie du game, ça fait partie du jeu et j'ai jamais rien lâché et j'ai énormément travaillé, les gars. Genre vraiment, il y a une période, je faisais une vidéo YouTube par jour, plus Instagram, c'était à l'époque de mon autre business, hein, vraiment, mais quand j'étais en Thaïlande, je faisais une vidéo YouTube par jour, vous vous rendez compte de la quantité de travail que c'est énorme et j'ai vraiment travaillé très dur au début et je pense que si tu lances un business, et là je suis désolée, mais vraiment... si tu lances un business, faut accepter qu'au début, faut envoyer. Voilà, tu peux pas lancer un business et te dire je vais travailler 4 heures par jour et tout va fonctionner. Je suis désolée, peut-être que tu penses que c'est une croyance limitante. J'ai jamais entendu aucun entrepreneur me dire j'ai lancé mon business et j'ai démarré en travaillant 4 heures par jour. Voilà. Je travaillais pas 15 heures par jour, mais je travaillais bien 8-9 heures par jour. D'accord ? J'ai jamais réussi à travailler 15 heures par jour. Et il y a des moments où je me suis auto-flagellée de ne pas réussir à travailler 15 heures par jour parce que je pensais qu'en travaillant 15 heures par jour, j'allais pouvoir accomplir plus. Ce qui est faux dans mon cas vu que je suis projecteur et que je suis beaucoup plus productive quand je travaille moins et quand j'arrive à me reposer. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire en fait que si tu te lances, c'est normal au début que personne regarde tes vidéos, c'est normal que personne like tes posts, c'est normal de travailler beaucoup et d'avoir l'impression de fournir énormément d'efforts pour pas grand chose. Tout ça c'est normal et il faut l'accepter. Si tu espères tout d'un coup gagner beaucoup d'argent ou avoir de la reconnaissance ou des vues sur tes vidéos ou des commentaires dès le début et que tout se passe... Non. Genre vraiment combien de fois le compte de J'aime trop ton signe, tous les comptes, je les ai commencés à 0. Là, sur le compte de la marque de vêtements, on est 400. Et en fait, c'est vous qui êtes bien gentils de vouloir venir me soutenir. Parce que crois-moi que c'est pas 400 personnes qui trouvent que ce que je fais sur Instagram est génial. D'accord ? Donc vraiment, il faut accepter tout ça. Il faut accepter que tu vas devoir pédaler dans le vide. Et en fait, c'est juste en étant consistant, comment tu dis consistant? Consistent, en étant régulier, en continuant, en persévérant, et ça je le dis tout le temps, mais il n'y a que comme ça que tu vas réussir. Si tu postes sur Instagram pendant 2 mois et qu'après t'arrêtes parce que tu dis ça marche pas, babe, 2 mois, non. Surtout pas aujourd'hui en 2025, surtout pas. C'était peut-être en 2017, peut-être en 2016, aujourd'hui en 2025, il faut accepter d'envoyer, il faut accepter de travailler plus, il faut accepter qu'au début, il n'y aura aucun impact. Et en fait, c'est juste, c'est en continuant, c'est en persévérant qu'au bout d'un moment, et c'est exactement ce que je te disais avec tout le travail que je fais sur YouTube, aujourd'hui, j'ai des vidéos qui font 500 vues. Franchement, pour tout le travail qu'on fait, j'aurais pu me décourager et me dire, franchement, tout l'argent que j'investis, tout le temps que j'investis et toute l'énergie que j'investis dans YouTube pour faire 500 vues, ça vaut pas la peine, j'arrête. Je décide de persévérer parce que je crois, parce que j'aime ça, parce que je kiffe le process et parce que je sais que même si ça doit me prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, je vais continuer parce que j'aime ça et parce que j'y crois. Et parce que je sais qu'en continuant de travailler, en continuant de m'améliorer, très capricorne comme mentalité, très saturnien, mais je continue, je persévère et au bout d'un moment, je sais que ça va prendre. Voilà, tout simplement. Je fais confiance et je sais que mes efforts vont payer un jour et qu'on dit très souvent, et je vais vous laisser là-dessus, des fois, tu as l'impression qu'il y a des entrepreneurs qui sortent de nulle part et qui sont genre un succès du jour au lendemain. C'est jamais le cas. C'est toujours des personnes qui ont travaillé des années avant en silence. Et il y a une phrase que j'ai entendue d'un entrepreneur dans un podcast, c'est vraiment genre un entrepreneur incroyable, qui a dit « It takes 10 years to be an overnight success ». En gros, ça prend 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Médite là-dessus, babe. Ça prend 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Travailler de façon acharnée, en silence, en croyant en toi, en croyant en ta vision, il n'y a que ça qui paie. Et après, un jour t'exploses, un jour on te reconnaît, un jour tu sais pas pourquoi, il y a tout qui commence à décoller. Et c'est là en fait que les gens ils vont dire « Ah mais t'as réussi du jour au lendemain ». Non, ça fait 10 ans que je travaille en silence et que personne ne regarde mon contenu. Voilà, mic drop. Bref, prenez soin de vous, je vous aime très fort. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!